Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme de l'émission. On va démarrer d'abord par notre focus. On part à la découverte d'un ingénieur français qui a lancé dans les années 70 ce qui aurait bien pu devenir Internet à l'époque. Il s'appelle Louis Pouzin et on découvre son portrait dans un instant. Et puis c'est notre sujet du jour, c'est une émission importante consacrée aujourd'hui à la place des femmes dans la tech et notamment, vous allez le voir, dans l'intelligence artificielle, l'art numérique et même l'industrie de la mode. Ben oui, parce qu'il y a des parcours singuliers qui émergent et c'est important. C'est bien à la croisée de ces disciplines portées par des talents dont on va vous présenter un portrait dans un instant qui savent allier justement la créativité, l'innovation et le savoir-faire technologique. On va voir comment ces femmes contribuent à redessiner les contours de l'innovation tout en ouvrant la voie à une plus grande diversité dans ces secteurs. On en parle avec l'une d'entre elles, c'est un rôle modèle, Céline Delogère. Bonjour Céline. Bonjour Philippine, ravie d'être là aujourd'hui. Plateau, c'est nous qui sommes ravis. Vous êtes entrepreneur, artiste, mannequin française, vous savez plein de choses. Vous êtes experte de ces domaines-là. On en parle avec vous dans un instant, juste après le focus. Bon, je vous apprends rien, Internet est désormais incontournable dans notre quotidien, mais il y a 50 ans, on n'en était qu'à ses prémices. Les Américains, eux, avaient d'abord lancé ARPANET. ARPANET, c'est un réseau qui n'a pas échappé à l'INRIA, qui a recruté dans les années 70 l'ingénieur français Louis Pouzin pour en lancer une version française. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On le découvre avec Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur.
Et après le portrait de ce pionnier d'Internet, on va porter un autre regard maintenant sur celles qui investissent l'intelligence artificielle pour réinventer autant l'univers de la mode, tout en s'aventurant aussi dans le champ de l'art du numérique. Et au cœur de ces initiatives, eh bien, nous avons décidé aujourd'hui de vous faire découvrir un esprit entrepreneurial et une vision éthique de l'innovation qui fait écho, vous allez le voir, aux grands enjeux technologiques et de souveraineté, de transformation digitale que connaît notre pays et notre continent. Nous avons choisi donc de vous faire découvrir aujourd'hui un parcours inspirant qui démontre que la créativité n'a pas de limite et que les femmes sont encore et toujours des pionnières et elles ont encore et toujours bien sûr toute leur place dans la tech. On en parle tout de suite avec elles dans la première partie du talk. Et après Louis Pouzin, notre rôle modèle aujourd'hui, elle s'appelle Céline Delogère. On est ravis de vous recevoir encore une fois. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, artiste, mannequin française. On va démarrer par le début. Vous êtes notamment connue pour avoir cofondé une start-up d'intelligence artificielle appliquée à la mode. Ça a toujours été, de ce que je comprends, votre milieu, votre secteur. Et donc, vous avez créé cette start-up qui s'appelle Eva Engines. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, je viens de deux univers différents. La mode, d'une part, j'étais mannequin international pendant plusieurs années sur les défilés, les podiums, les fashion week, mais aussi les shootings. Et d'autre part, les maths, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones et l'IA générative. Qui n'ont rien à voir d'un premier abord. Et vous avez réussi pourtant à les réunir. Exactement. En fait, en observant le monde de la mode, je me suis aperçue de nombreux problèmes auxquels l'intelligence artificielle pouvait répondre. Et naturellement, j'ai eu envie de créer Eva Engines pour aider les marques, pour aider l'industrie. Et j'avais tout de suite cette vision en fait du futur de la mode auquel l'intelligence artificielle allait aider à résoudre des problèmes que j'avais pu observer. Ouais, et parmi lesquels, quels étaient les problèmes que vous avez pu observer? Alors, justement, j'ai observé qu'on passait beaucoup de temps à prendre des photos dans tous les sens des mannequins, notamment, et depuis donc, la création des vêtements. Et donc, Eva Engine, c'était vraiment l'idée de pouvoir dessiner un produit et directement le générer sans avoir besoin, générer un double digital sans avoir besoin de passer par des tonnes de photos et de pouvoir directement le modifier en digital grâce à l'IA générative. Donc ça, c'était Eva Engines. Et vous en êtes toujours à la tête aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un peu pivoté, donc, comme beaucoup de startups. Ouais. Aujourd'hui, je suis à la tête de My Data Machine. C'est ça. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivée là. Donc, Eva Engines, j'ai créé cette entreprise en 2019 et c'était assez tôt pour l'IA générative, dont on entend parler plus récemment que 2019. Et en fait, en créant Eva Engines, j'avais besoin de données. On l'entend beaucoup, en fait, pour entraîner de l'IA, on a besoin de données de qualité. Ouais. Y a même la phrase « garbage in, garbage out ». C'est vrai que c'est un des leviers les plus importants pour développer une IA de qualité. Ouais. Et en créant Eva Engines, je ne savais pas comment créer cette donnée de qualité. Et donc, j'ai créé une entreprise dédiée pour cela, My Data Machine, dont je suis à la tête aujourd'hui. Et en fait, on opère principalement dans le monde de la fashion tech, donc la mode et les technologies pour la mode. Ouais. Et on observe toutes ces nouvelles technologies et ces nouveaux outils qui naissent et on les aide, en fait, à naître et à aider les entreprises dans la mode à résoudre leurs problèmes de tous les jours, que ce soit réduire optimiser les étapes de création, que ce soit par exemple prévoir les quantités qui vont être commandées pour éviter les déchets de vêtements par la suite et d'autres cas d'usage dont on va parler dans un instant. Alors tout ceci est passionnant. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme digitale, dont vous faites partie, vous serez présente à l'événement. Et c'est vrai que malgré la médiatisation de certaines figures, et on s'en fait l'écho d'ailleurs dans le cadre de nos focus dans l'école du futur régulièrement, malgré ça, les femmes restent encore trop souvent et trop largement sous-représentées, notamment dans le domaine de la tech, de l'intelligence artificielle, tant les profils techniques aujourd'hui sont pourtant nécessaires,
mais encore trop absent dans ce genre-là. Fort de votre expérience, Céline, et de votre parcours aujourd'hui, quels sont les obstacles spécifiques que vous avez pu observer ou auxquels vous avez été confrontés et sur lesquels vous avez pu prendre du recul aujourd'hui? Oui, aujourd'hui en Europe, on a 22% de femmes dans le secteur de l'IA selon les chiffres de l'UNESCO. C'est pas assez. Et moi, je suis persuadée que l'innovation vient de la diversité. Et je le vois d'ailleurs dans mon parcours en voyant que j'ai pu mélanger différents milieux. Donc pour moi, c'est vraiment primordial qu'on encourage des femmes à se lancer dans des secteurs où il n'y a pas assez de femmes aujourd'hui. Ouais. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'on a différents types de problèmes, donc je dirais à la fois culturels, mais aussi structurels, dans l'intelligence artificielle, mais aussi dans d'autres secteurs aujourd'hui. Et ça commence très tôt. En fait, ça commence dès l'éducation. Donc moi, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai eu cette passion des maths. Mais j'ai observé souvent des jeunes filles qui n'ont peut-être pas vu de femmes autour d'elles dans ces secteurs-là et qui en fait se mettent des barrières dès l'enfance en se disant non, les maths c'est pas pour moi, non, c'est pas mon truc. Et en fait, c'est ces biais-là qu'on doit changer dès l'enfance. Et ça, à mon sens, ça passe par la représentation. Donc, voir des femmes qui sont dans le secteur de la tech, voir des femmes qui aiment les maths, qui en parlent et qui sont prêtes à aider, mentorer, pourquoi pas des femmes, des jeunes filles plutôt, déjà, dès l'enfance. Et structurellement, c'est vrai que quand, par exemple, j'ai pitché mon entreprise, j'ai souvent eu, ou bien quand j'étais dans des réunions sur l'intelligence artificielle, ça m'est souvent arrivé d'être la seule femme. Ouais. Et donc, c'est sûr que c'est pas évident. C'est difficile à porter aussi, j'imagine. Oui, ça peut être difficile à porter et on se pose la question de sa légitimité. Bien sûr. C'est plus dur de prendre position, de partager son point de vue et de faire une place alors qu'on a totalement notre place dans ce secteur-là. Ouais. Donc c'est presque un sujet culturel, c'est ce que vous nous dites. C'est qu'il faudrait commencer dès l'enfance, dès qu'on est tout petit, à parler de ces mathématiques et surtout à mettre en avant des rôles modèles. C'est ce que je comprends. Oui, je pense que ça aiderait vraiment beaucoup. Et nous, aujourd'hui, chez My Data Machine, donc l'entreprise dont je vous parlais, on a 80% de femmes. Et aussi sur les métiers techniques, data engineer, data scientist. Mais en fait, et donc je me suis demandé comment est-ce qu'on a réussi à avoir 80% de femmes alors que c'est un secteur où on n'a que 22% en Europe. Oui. Et en fait, ce qui, à mon sens, répond à cette question, c'est que effectivement, dans les fondateurs de l'entreprise, donc je suis une femme. Dans les rôles clés au sein de l'entreprise, on a des managers femmes. Pendant le recrutement, les candidats parlent aussi à des femmes. Et en fait, toutes ces femmes que les candidats et candidates vont voir, je pense que ça favorise, du coup les femmes à se sentir bien, à trouver leur place. Une confiance quelque part. Ouais, c'est ça, une certaine confiance, je pense. Qui est nécessaire pour travailler dans ce domaine-là. Alors, vous avez un parcours qui, c'est vrai, est pour le moins atypique. On en voit rarement, notamment sur ce plateau, puisqu'il croise les mathématiques, l'intelligence artificielle, le domaine de la mode, l'art numérique, on va en parler dans un instant. Vous avez été amené à explorer chacun de ces différents domaines et à les faire se parler aussi. Quels conseils vous donneriez aujourd'hui aux jeunes qui nous regardent peut-être, qui découvrent votre parcours aussi et qui souhaitent eux aussi explorer différentes passions sans forcément faire de choix? C'est difficile, parfois ils sont en pleine période d'orientation. Qu'est-ce qui a fait... En fait, vous vous êtes dit, mais moi je ne veux pas abandonner une passion pour une autre. C'est ça, c'est ce que je comprends de votre parcours. C'est ça. En fait, dès l'adolescence, je voulais prouver autour de moi qu'il était possible d'être à la fois brillante en maths et mannequin. Beaucoup de gens n'y croyaient pas. Honnêtement, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Mais bon, finalement, je l'ai prouvé. Voilà. Et donc, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de cultiver ses passions. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à avoir des idées, à me lancer. Donc, c'est en écoutant ses passions, en étant curieuse. Et en explorant et en petit à petit, on fait se croiser différents univers, comme moi j'ai fait se croiser donc la mode
et l'IA, mais ça peut être 2 autres passions. Et on réfléchit à des solutions. Donc je pense qu'il faut vraiment être curieux, à l'écoute, passionné. Et c'est comme ça qu'on peut construire de l'innovation et avoir des idées et se lancer sur un parcours qui n'est pas forcément dans la norme. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'une approche un peu pluridisciplinaire comme la vôtre et créative aussi pourrait attirer davantage de femmes dans la tech? Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui pour les attirer? Là, je pense que ça pourrait attirer beaucoup de monde et sûrement les femmes aussi, puisque on a effectivement, par exemple dans ma boîte, on a des parcours atypiques et on vient justement les encourager en se disant, on sait que certaines personnes vont avoir des passions sur certains sujets, tant mieux en fait. On aime les gens passionnés et on aime les parcours atypiques aussi. Et donc oui, je pense que ça pourrait aider les femmes. Mais plus largement, en fait, ça pourrait nous aider à trouver des solutions, des nouvelles solutions et permettre aux gens de s'épanouir et d'être heureux dans ce qu'ils font. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. C'est important, c'est très vrai. Bon, on continue à en parler dans un instant, Céline. Avec plaisir. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est toujours, vous le savez maintenant, le meilleur d'Internet. Ça s'appelle le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. I have goosebumps everywhere. This is out of this world. Look at this. Oh, perfect. Oh my God. Isn't it great? Chris! I know, it's my dream. Let's make a water gun. Arrange water bottle and trigger. Punch a hole to the bottle and attach a trigger to the neck of the bottle. Water gun ready. Good right there? Yeah. You want to give it? You want to start one? Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Into the heaven, look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Céline Delogère. Je rappelle que vous êtes entrepreneur, artiste, mannequin française. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Vous êtes prête ? Ça marche, Philippine. Ça marche, allez, c'est parti, deuxième partie. Deuxième partie du talk, après une première partie d'émission, vous l'aurez compris, consacrée justement aux femmes dans la tech, dans l'intelligence artificielle, les questions aussi de mathématiques, c'est important. Vous nous avez dit que vous étiez, je comprends, excellente en mathématiques, vous, ça n'a jamais vraiment été un vrai sujet. Oui, moi, c'est vrai que j'étais passionnée par la géométrie. En particulier, c'est ce qui m'a donné le goût des maths. En fait, moi, j'adorais tout ce qui était vision 3D. Sympa. Et la géométrie. Et en fait, à la base, je voulais faire de la géométrie. Et après, j'ai compris que bon, les maths, c'était pas que la géométrie. Mais j'ai quand même bien aimé les maths. Et c'est vrai que c'était toujours... j'étais toujours très forte en maths. Ouais. Les mathématiques, en tout cas, vous ont servi. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'entreprise que vous avez cofondée, My Data Machine, donc spécialisée, on l'a expliqué, dans la fourniture de données éthiques, notamment pour l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous qui avez un point de vue très global maintenant sur l'intelligence artificielle et sur le monde de la tech, c'est crucial, le développement d'une IA éthique aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous pouvez voir, toutes les IA qui se créent. Oui, alors, tout à fait. Aujourd'hui, et ce le sera encore plus dans les années à venir, on pose de plus en plus de questions à ChatGPT. On utilise les IA dans notre quotidien en le sachant ou non. Donc, et en fait, on va être confronté petit à petit à des réponses générées par de l'intelligence artificielle, des contenus générés par de l'intelligence artificielle, des idées qu'on va avoir de l'intelligence artificielle. Donc, pour construire un monde éthique, il faut qu'on ait des outils éthiques. Et c'est là où c'est crucial de développer des IA éthiques, de réfléchir ensemble à comment fait-on pour mettre en place des IA éthiques, peut-être des normes, des obligations pour les IA de respecter certains critères, voilà. Mais c'est un sujet qui est de plus en plus important. C'est pas facile parce qu'il y a une vraie différence entre les États-Unis et l'Europe. On en parle régulièrement dans l'ActuTech, dans cette émission tous les vendredis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on est plutôt dans un souffle où on pousse les entrepreneurs à créer, et puis derrière, une fois que c'est fait, on régule. En France, c'est plutôt l'inverse. D'ailleurs, certains de nos experts nous disent mais la France et l'Europe surrégulent au point où ça freine l'innovation, notamment sur ces sujets d'intelligence artificielle et donc derrière d'éthique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il est difficile, si vous voulez, cet équilibre entre innovation et responsabilité dans la tech ? C'est un équilibre à trouver, c'est sûr. Est-ce qu'on aurait créé des voitures qui vont à 200 km/h si on avait eu la limitation de vitesse à 30 dans Paris, dès le début de l'automobile ? Voilà. C'est sûr que l'innovation n'est pas toujours aidée par les normes. Voilà. Maintenant, il faut quand même qu'on sache en Europe et en France ce qu'on veut construire et ne pas se faire imposer des modèles qui ne correspondent pas à ce qu'on souhaite en termes d'éthique, d'IA et de culture. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre législation et innovation et qu'il faut qu'on y contribue tous. Et vous y contribuez d'ailleurs, parce que vous êtes également engagé au sein de l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui porte notamment sur les questions de souveraineté de chaîne de valeur de l'intelligence artificielle en Europe. C'est quoi les enjeux clés aujourd'hui en Europe pour que justement notre continent ne se laisse pas distancer dans ce domaine ? Oui, tout à fait. Donc, j'ai rejoint l'Observatoire de l'intelligence artificielle et on travaille notamment sur ces sujets de souveraineté et de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, on a différents niveaux. Donc, on a les applications qui vont être ChatGPT ou bien toutes les applications qu'on va utiliser, mais en fait, ça remonte jusqu'aux matières premières et aux data centers et finalement même toutes les datas qu'on va utiliser et le hardware, tout ça. En fait, sur chacun des maillons de la chaîne, il faut savoir que les différents pays sont plus ou moins bien positionnés sur cette chaîne de valeur.
Donc c'est encore une fois une question d'équilibre. En tant que France et en tant qu'Europe, je pense qu'il faut vraiment combiner, donc développer les initiatives locales, notamment l'innovation dans les startups, mais aussi au sein des entreprises existantes depuis plus de temps, pour s'assurer qu'on prenne le virage de l'IA et qu'on continue à le prendre pour certaines initiatives déjà installées et qu'on s'intègre dans cette chaîne de valeur internationale, parce que c'est pas seulement en France ou en Europe, mais on est obligé de collaborer avec différents pays. Donc ça va être aussi trouver les bons partenariats, comme par exemple avec l'Inde. On a vu que c'est stratégique pour l'Europe et pour la France de travailler avec l'Inde, mais aussi d'autres pays. La journée de la femme digitale, je l'ai dit en introduction, a lieu aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui d'une telle journée pour sensibiliser, pour continuer à parler à ces jeunes filles. Tout à fait. Comme je le disais précédemment, pour des jeunes filles, c'est très important, et je l'ai remarqué en échangeant avec différentes jeunes filles de mon entourage, c'est important de pouvoir s'identifier avec des femmes qui sont dans des secteurs où peut-être elles pensent qu'elles n'auraient pas leur place. Et je suis là pour dire, si vous avez votre place, nous les femmes, on a notre place dans la tech et dans l'IA. Et donc c'est important pour moi de pouvoir en parler, mais c'est aussi important de privilégier des initiatives comme ça. Et ça fait le lien aussi avec finalement mon entreprise My Data Machine, où on propose des données, mais en fait ces données-là, il faut aussi qu'elles soient équilibrées et éthiques pour que ensuite l'IA et les IA auxquelles les jeunes filles, mais aussi tout le monde va avoir accès, enfin a accès déjà, puissent leur montrer que c'est possible de ne pas avoir de biais, que des hommes dans les secteurs de l'IA. Par exemple, quand on demande à Midjourney de générer une image d'un dirigeant dans la tech, qu'on puisse avoir une femme ou un homme, et toutes les diversités, ce serait vraiment, c'est ce genre de choses pour lesquelles on se bat avec My Data Machine pour proposer les données qui correspondent à la diversité. Alors, depuis des années, la journée de la femme digitale met en avant des rôles modèles dont vous faites partie. Dernière question avant de terminer, c'est qui votre rôle modèle? Ou c'était qui quand vous étiez plus jeune? J'en ai eu plusieurs en fait. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes très créatives et passionnantes. J'ai eu l'opportunité en tant que mannequin de travailler pour Victoria Beckham. J'ai notamment ouvert et fermé le défilé d'une Fashion Week à New York pour elle, et j'ai participé à différents shows avec Victoria Beckham. Et c'est vrai que ça fait partie de elle fait partie de mes rôles modèles. Je trouve que pour moi c'est une femme forte qui a su qui sait imposer ce qu'elle souhaite et sa vision de la femme dans l'industrie de la mode et dans ses collections. Et j'ai beaucoup apprécié travailler avec elle, mais je pense que on a toutes besoin de rôle modèles, et donc ravie d'entendre que j'en fais partie. Tout à fait. Je crois que ce sera notre mot de la fin. Vous avez bien raison. On a toutes et tous aussi besoin de rôle modèle. Merci infiniment à vous, en tout cas, Céline, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Revenez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis également. Merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière lui. Et puis nous, vous le savez, comme tous les jours, dès 12h30, on se retrouve sur School TV. D'ici là, passez une très très belle journée. Ciao.